C'est déjà la troisième de Stop un Talk sur ce Salon de l'Agriculture 2025. On ne s'ennuie pas tous les jours. Merci à nouveau à CMA de nous accueillir. Toutes les semences pour demain sont là. On va l'évoquer d'ailleurs ce dossier aujourd'hui à travers une question qu'on se pose et que vous vous posez sans doute. Est-ce que l'alimentation est devenue une arme géopolitique à tel point qu'on peut parler vraisemblablement de géoéconomie aujourd'hui? Alors c'est une journée d'actualité un tout petit peu particulière puisque le président de la République s'est envolé la nuit dernière pour les États-Unis, il est à Washington, il va officiellement parler de l'Ukraine. Mais je suis à peu près certain qu'il y aura dans la corbeille de la mariée, en tout cas dans les relations avec le président américain, cette question des échanges internationaux et notamment des échanges alimentaires. Alors il y a trois grands secteurs qui sont des secteurs d'exportation français aux États-Unis. Il y a l'aéronautique, il y a le secteur des médicaments et puis il y a bien sûr l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, c'est même absolument essentiel. On va l'évoquer avec mes invités. Bonjour messieurs, bonjour Cédric Benoît. Vous représentez l'association des producteurs de blé. Vous êtes vous-même producteur de blé ? Oui, tout à fait. À quel endroit êtes-vous? Alors, je suis dans le Loiret, au nord d'Orléans. Au nord d'Orléans, joli département. Bernard Farge, vous êtes le président de l'Interpro des vins. Le vin, c'est essentiel, c'est un élément du patrimoine. C'est une contribution nette, exceptionnelle au commerce extérieur français. Et on voit bien que c'est aussi dans le rapport de force, hein, avec les Américains, pas seulement, il y a d'autres zones d'exportation, mais vous allez nous dire aussi, puisque vous êtes contributeur important au commerce extérieur, en quoi la géoéconomie est aujourd'hui un élément décisif de la géopolitique. Et puis Olivier Paul, vous représentez les entreprises de semences, vous êtes ici chez vous un peu, non? Absolument, hein, absolument. Vous êtes ici chez vous, chez SEMAE. La France, premier exportateur. On le disait hier, on a fait une émission passionnante hier sur les semences. Et on rappelle que ça commence par les semences. L'agriculture, ça commence toujours par ça. Et donc, il y a un véritable enjeu de souveraineté. Je voudrais que vous me disiez en une minute, chacun, comment vous avez vécu cette année géopolitique. Vous produisez des biens qui s'exportent, qui s'échangent. Vous êtes parfois aussi l'otage des rapports de force, de l'évolution, des guerres, des incidents climatiques, mais aussi des guerres. Comment vous avez vécu cette année, Cédric Benoît ? Alors, on vit des années de plus en plus chaotiques quand on est producteur de grande culture, à la fois sur ce que l'on vend et aussi sur ce qu'on l'achète, puisque vous l'avez bien dit, par rapport à tout ce qui est export, commerce, etc. On est challengé en fait par rapport aussi aux échéances électives qu'on a eues d'un côté de l'Atlantique, ouais, avec de l'autre côté. D'un côté, on dit nous, il y a Mr. T et Mr. P de l'autre côté, voilà, et on est coincé entre les deux. Alors c'est Trump et Poutine. Voilà, c'est ça. Et puis en fait, on est au milieu. Alors, je parlais pour tout ce qui est commerce de céréales, et on est challengé encore en ce moment sur le sujet des engrais, notamment. Par rapport au paquet de sanctions vers les engrais. Il faut l'expliquer, parce que la Russie est un des principaux producteurs d'engrais dans le monde, des engrais azotés notamment, mais pas seulement. Et le commerce avec la Russie est interdit, à ma connaissance. Non. Sauf exception. Sauf exception. Sauf exception, et il y en a quelques-unes. Sauf exception, dont les engrais. Malgré tout, les engrais, c'est 4% des imports en valeur. Hein. Mais on en fait un symbole. On sait qu'on a face à nous des gens, je ne vais pas les citer, qui disent voilà, c'est une honte, on finance la guerre de Poutine avec les engrais. C'est 4% des imports seulement en valeur de la Russie. Et on sait que ça aura un effet déséquilibre très important et que ça engendrera des surcoûts énormes pour les agriculteurs français et européens. Alors, on va revenir dans le détail sur ces rapports. Je vous rassure, parce qu'on importe beaucoup de GNL aussi. Voilà. Hein, et le GNL russe arrive par les ports français. Bernard Farge, j'avais envie de vous dire, il y a deux grains de blé, c'est à peu près comparable, mais les vins français, eux, sont incomparables. Vous êtes vous aussi l'otage de ces relations chaotiques? Oui, la filière des vins et spiritueux, faut bien associer les vins et les spiritueux, c'est environ entre 13 et 15 milliards d'excédents commerciaux chaque année. C'est ça. Et nous sommes systématiquement mêlés aux enjeux d'accords commerciaux, mais de conflits commerciaux aussi. On l'a vécu en 2013 lorsque l'Europe a lancé une enquête anti-dumping contre les panneaux photovoltaïques chinois, avec une baisse immédiate de nos exportations vers la Chine. Ça a été à nouveau le cas en 2019
lorsque M. Trump a agi avec un mandat qui lui permettait d'agir, suite au conflit Airbus-Boeing. Oui. Voilà, donc l'OMC avait autorisé les États-Unis à sanctionner l'Europe et la filière vin a été directement sanctionnée suite à ce conflit Airbus-Boeing, donc quelque chose qui est très éloigné évidemment de nos productions viticoles. Ça a été immédiatement 400 millions d'euros de pertes sèches de commercialisation vers les États-Unis que l'on n'a jamais récupérées. À nouveau, depuis le mois de novembre 2024, nous sommes au cœur d'un conflit très dur entre la Chine et l'Europe, parce que l'Europe a voulu sanctionner ou poser des questions et questionner l'industrie automobile électrique chinoise. Alors il faut l'expliquer là aussi, la Chine subventionne massivement, le gouvernement chinois subventionne massivement son industrie automobile à hauteur, disent certains, de 150 milliards d'euros par an. C'est évidemment une rupture d'égalité en termes de concurrence. Mais les Chinois le nient et nous font payer par ailleurs une espèce de retour de la pièce. Que l'Europe décide de faire appliquer des sanctions et s'inquiète de distorsion de concurrence sur tel et tel marché. Vous le comprenez ça? C'est tout à fait entendable. En revanche, qu'il n'y ait aucune discussion au moment où la Chine applique des sanctions sur les spiritueux français et notamment Cognac, qui a perdu depuis le mois de novembre 50% de sa commercialisation sur son principal marché d'exportation, est évidemment une conséquence dramatique. Donc nous demandons, et nous avons encore demandé il y a quelques heures au président de la République, d'agir pour faire en sorte que les négociations s'engagent entre les plus hautes autorités françaises, européennes et la Chine pour sortir de ce conflit qui nuit évidemment à la filière Cognac. Alors, on va les prendre un par un, les conflits, parce qu'il y en a quelques-uns. Aujourd'hui, dans le monde, il y a les rapports tendus avec la Chine, le contentieux des véhicules électriques, le rapport contentieux avec les États-Unis, la visite du président de la République aujourd'hui à Washington, le Mercosur, l'objet de tension également, et puis le conflit russe, les céréales notamment. La Russie, premier producteur du monde dans le domaine des céréales, notamment du blé. Un peu moins cette année, une année moyenne, si j'ai bien compris, autour de 85 millions de tonnes, mais quand même un grand acteur qui se sert du blé pour s'acheter des complicités, on va dire les choses comme ça. Je termine ce tour de table avec vous, Olivier Paul. Les entreprises de semences en France, premier exportateur, êtes-vous, vous aussi, exposé au chaos du monde? Bien évidemment. Aujourd'hui, la semence, juste pour rappel, donc la première graine, sans semence, pas d'agriculture. Donc une filière d'excellence en France qui nourrit le monde, puisque 50% de la production française part à l'exportation. Et bien évidemment, quand il y a des mouvements géopolitiques majeurs, l'agriculture est au centre de ces mouvements. Et quand on regarde la Russie notamment, qui est un immense pays agricole, qui ferme ses frontières aux importations de semences de pays inamicaux, dont la France fait partie. Et il y a des substituts? Non, ils vont s'alimenter, non, mais ce que fait la Russie, c'est elle développe un programme local de façon à substituer les semences européennes de haut niveau. Elle utilise sa semence qui est de moins bonne qualité, mais avec des hectares de production qui peuvent se démultiplier, donc des rendements bien moins bons. Mais elle joue le volume, oui, c'est ça, ouais. Elle joue le volume et puis elle investit des milliards dans la recherche de façon à se rendre autonome par rapport à ces semences. Olivier Paul, on s'aperçoit, c'est un élément clé d'ailleurs de notre échange aujourd'hui, que les Russes sont extrêmement flexibles. C'est qu'ils sont très réactifs, quoi. En général, c'est malheureux, mais toutes les sanctions qu'on a pu mener vis-à-vis des Russes, je pense au port aussi notamment, ils se sont organisés. 2014, 2015, Ils s'organisent et ensuite ils deviennent même des concurrents. Donc c'est malheureux, mais ils ont un système politique qui les aide à s'organiser facilement. Et puis de l'argent public. Et voilà. L'argent public qui vient du pétrole ou du gaz les aide aussi à financer ces programmes accélérés. Et accessoirement des importations aussi. Vous savez que les grandes entreprises de l'agroalimentaire, on est au salon de l'agriculture là. Agriculture et alimentation, si j'ai bonne mémoire. Vous prenez Coca-Cola Company, PepsiCo, Procter & Gamble, Nestlé,
c'est plus de 100 milliards de contributions fiscales en 2024 au trésor russe. Donc ça finance aussi l'effort de guerre et les formes de transformation. Je reviens à la question qu'on se posait, parce que ce qui se passe en ce moment est peut-être un tournant hein, dans l'histoire alimentaire du monde. Comment la Russie est parvenue à nous chasser, Cédric Benoît, de nos marchés historiques? Il y a derrière vous des images, alors je ne sais pas si c'est du blé, je crois que oui, mais comment la Russie est parvenue à nous chasser de nos marchés historiques? On est toujours au Maroc, mais on a pratiquement quitté l'Algérie, on est en difficulté en Égypte, les Russes sont au Qatar, sur nos grands marchés Burkina Faso, Mali, etc., sur tous nos grands marchés, nous sommes mis de côté. Est-ce que c'est durable selon vous, ou est-ce que c'est rattrapable? Alors effectivement, je pense que Poutine avait très bien compris et a très bien construit sa stratégie depuis 10-15 ans. Ça a été dit tout à l'heure. En fait, c'est une stratégie qui est mûrement réfléchie. Ça vient de loin. D'influence. Ouais. C'est pas un one-shot. Oui, c'est vraiment, ça s'est structuré petit à petit, cette stratégie. C'est une stratégie de dumping dans certains pays. C'est vraiment du blé diplomatique qu'il envoie là-haut, puisqu'on entend parler des fois que des bateaux seraient gratuits, etc. Vrai ou faux, je ne sais pas, mais il y a certainement en fait des accointances qui font que j'achète avec mes bateaux de blé, j'achète peut-être des votes des fois aux Nations Unies, je ne sais pas, mais voilà, il y a beaucoup de choses en fait qui se jouent de cette manière. Et alors au Burkina Faso, c'est sûr, voilà. Parce qu'il y a une photo, on a une photo qui a été prise devant l'ambassade russe au Burkina. Vous avez le diplomate représentant la Russie, le ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture burkinabé, et une affiche qui dit « La Russie a offert 250 000 tonnes de blé au pays ». Bon, je ne sais pas s'ils le font payer autrement, sans doute, y a-t-il un prix retour, mais enfin, ce blé est offert dans un premier temps, en tout cas au pays. Tout à fait. Et donc c'est pour ça qu'en fait, il est en train de construire son influence en Afrique. Il en fera clairement. Et on sait que l'Afrique, c'est juste de l'autre côté de la Méditerranée, il ne faut pas l'oublier, hein, l'Afrique subsaharienne, etc. Donc c'est aussi de l'influence géopolitique indirectement pour nos sociétés. Et ça, il est en train de le construire. Sur l'Algérie, qui est un dossier un peu chaud, on ne va pas prendre position, ce n'est pas le sujet de nos rencontres ici, mais la France a été pendant très longtemps, le commerce algérien avec l'Algérie a été mutuellement profitable. C'est-à-dire qu'on achetait du gaz pour environ 4 milliards d'euros chaque année, on vendait du blé, et la France a été fournisseur à 90% du marché algérien, où on sait que le prix du blé, c'est le prix du pain, et que le prix du pain, c'est la stabilité de la société. Là aussi, les portes sont définitivement fermées ou pas? Non, rien n'est jamais fini. Rien n'est jamais fini. Et nous, notre stratégie, c'est de produire par rapport à des marchés qui sont déficitaires structurellement. On sait que de toute manière, ces pays, quoi qu'il arrive, ont des populations qui sont en croissance, n'ont pas le climat, n'ont pas les sols qu'il faut. Et nous, on a la chance. Vous avez dit, on achetait du gaz. On a aussi le cas du phosphore, par exemple, avec le Maroc, des choses comme ça. Voilà. Et je pense qu'il faut remettre dans la tête des gens, à une période où on sent bien les nationalismes qui s'exacerbent, que le commerce, la souveraineté alimentaire mondiale, elle se fait aussi grâce au commerce et à des échanges en fait entre les pays. Et ça me paraît essentiel de le rappeler. Vous pensez, vous Olivier Paul, que le principe du libre-échange est durablement attaqué? La vraie difficulté, on va la voir à un peu plus long terme. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, si je prends la Russie, le libre-échange est clairement attaqué dans la mesure où le marché russe est fermé. Aujourd'hui, c'est par décret que la Russie avance à marche forcée pour avancer dans la semence et assurer sa souveraineté. Voilà, donc ça perturbe effectivement les équilibres, ça perturbe aussi les équilibres économiques des entreprises européennes, parce que ce sont des ressources majeures que ces entreprises européennes n'ont plus pour investir dans la recherche qui nous est nécessaire pour offrir des solutions aux agriculteurs pour faire face à la transition agroécologique. Donc assurément, c'est une arme qui est aujourd'hui utilisée et qui va bouleverser les équilibres mondiaux et les équilibres économiques des entreprises européennes également. En quoi ça nous met, nous, en difficulté? Quel est notre degré d'exposition au risque? Aujourd'hui, si je regarde les entreprises européennes, la Russie est un marché en dynamique majeure, très forte.
ça représente entre 10 et 15% du chiffre d'affaires de ces entreprises. Donc quand ces entreprises investissent plus de 10% de leur chiffre d'affaires dans la recherche, quand on va perdre ces marchés, il n'y a pas de marché de substitution. Hein. Les espèces sont travaillées avec des effets pédoclimatiques, donc il n'y a pas de solution de repli. Donc il y a un véritable impact économique et une réflexion à mener sur comment on avance ensuite pour ces entreprises. Alors je reviens à un produit très grand public, je reviens au vin et au spiritueux. On disait à une époque à Moscou que la cave du magasin Auchan, d'un des magasins Auchan de Moscou, était une des plus belles caves de Russie. Je ne sais pas si vous avez vous-même d'ailleurs souffert des relations de la fermeture des relations commerciales que nous avons avec la Russie. Non, le marché russe n'est pas il n'est pas immense, important pour la filière viticole et surtout sur les vins. Alors évidemment, à chaque fois qu'un marché s'interrompt, c'est une difficulté, surtout lorsqu'on est dans un contexte qui est compliqué. Ensuite, il y avait eu des moments où les taxations avaient été plus importantes avec la Russie, mais les vins pouvaient passer par l'Estonie, la Lettonie. Donc il y avait des mesures de contournement, là aussi d'adaptation, qui pouvaient être mises en cause. Sur le marché russe, ce n'est pas le cœur de nos difficultés du moment, du tout. Sur les États-Unis, sur les droits de douane, j'aimerais on en profite pour faire un petit point. Ce sera utile parce qu'on le diffusera aussi sur les réseaux sociaux. Nous en sommes où aujourd'hui des droits d'entrée de nos productions sur le marché américain? Il y a eu, à partir de novembre 2019, une mise en place de sanctions autorisées dans le cadre de l'OMC, on l'a dit tout à l'heure, qui a permis à l'administration Trump de taxer des produits européens. Et pour la France, ils ont choisi les vins. C'était essentiellement les vins tranquilles qui étaient taxés à partir de mi-novembre 2019, et ça pendant 17 mois.